et des réalités culturelles. Les prochains webinaires qui auront lieu après celui-ci, ce sera le 13 mars, où il sera question de l'ouverture à la différence, et le 10 avril sur l'enseignement des réalités autochtones. Il y a, pour chacun de ces webinaires, en fait, on cherche à réunir ici une personne chercheuse dans le domaine des sciences et l'éducation, une personne issue d'une spécialité en sciences sociales et humaines, ce qui est le cas aujourd'hui. Il y a trois objectifs fondamentaux que l'on recherche à travers cette série de webinaires. D'une part, ici, de voir comment est-ce qu'on peut mobiliser à travers un programme des compétences, des savoirs, et comment ceux-ci sont transmis à des élèves du primaire et du secondaire. On vise aussi à faciliter un dialogue entre les chercheurs, le monde universitaire et celui de la pratique enseignante, et de réfléchir aussi la façon, le rôle de l'éducation dans la transmission de savoir, de compétences, de valeurs liées à la question du vivre ensemble au Québec. Concernant le webinaire d'aujourd'hui, en fait, il porte sur une question d'actualité, soit l'éducation à la citoyenneté dans le contexte d'un monde polarisé. Nous avons le plaisir de recevoir deux conférencières, soit Sabrina Moisan et Stéphanie Tremblay. Sabrina Moisan, bonjour, est professeure au département de pédagogie à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Elle travaille sur l'enseignement de l'histoire et l'éducation à la citoyenneté. Sabrina s'intéresse particulièrement aux représentations de l'histoire nationale au Québec et les défis que pose l'enseignement d'une histoire inclusive dans une société pluraliste. Nous recevons aussi, bonjour aussi, Stéphanie Tremblay, qui est sociologue et professeure au département des sciences des religions de l'Université du Québec à Montréal. Elle est également directrice du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie depuis 2024, membre du conseil d'administration de la Société québécoise pour l'étude de la religion et chercheure régulière au sein de l'équipe de recherche et action sur les polarisations sociales. Pardon. Ces travaux de recherche qui incluent souvent un volet terrain, portent sur trois principaux axes. Premièrement, la laïcité, le monde scolaire et les rapports au savoir. Deuxièmement, l'imaginaire religieux, les transformations du catholicisme culturel. Et troisièmement, les radicalités et les théories du complot. Donc, Stéphanie et Sabrina disposent chacune de 20 minutes pour leur présentation avec d'un petit délai, donc je gérerai moi-même ce temps. À l'issue de ces interventions, il y aura une période de questions. Nous allons privilégier, dans le cadre de la période des questions, les questions seront posées à main levée, donc oralement, mais il est tout de même possible de poser des questions dans la boîte de dialogue et nous essaierons du mieux du possible d'en tenir compte. Je souhaite en mentionner que nous avons déjà tenu 4 webinaires et donc j'avais privilégié les questions aujourd'hui qui reposent plus précisément sur la thématique du jour. Et donc, si ces questions sont trop éloignées de la thématique, en fait, je passerai à la question suivante pour s'assurer ici qu'on puisse, dans le peu de temps que nous aurons à la discussion, bien élaborer la thématique du jour. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne écoute et à laisser la parole à Sabrina Moisan. Merci. Merci. Merci d'abord, pour l'invitation. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être là, aujourd'hui avec vous. J'espère, en fait, je suis nerveuse surtout en raison du temps qui nous est imparti parce que la question, le thème du webinaire est particulièrement riche et il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc j'enchaîne tout de suite. Je vous propose une communication, intitulée «La multiperspectivité critique et les bénéfices du doute pour l'éducation à la citoyenneté en contexte de polarisation exacerbée». Alors, je propose un plan assez, traditionnel, mais, disons, c'est un projet de recherche en soi. Alors, je vais revenir rapidement sur le problème de l'éducation à la citoyenneté en contexte de polarisation pour poser, certains éléments, clés. Je vais aborder aussi la façon dont, le programme de CCQ répond à ce problème, selon ce que j'en comprends, selon mon interprétation. Et je vais explorer avec vous quelques pistes de solutions plus spécifiques qui proviennent vraiment de travaux là, en didactique et qui, je pense, pourraient servir la réflexion et les pratiques enseignantes. Quand j'ai accepté de participer à ce webinaire, ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois,
la polarisation, était, d'actualité. Ça l'est malheureusement depuis, de nombreuses années maintenant et on voit que c'est un phénomène qui, prend de l'ampleur, particulièrement là, dans les dernières semaines avec, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. Donc, on voit ce phénomène-là, on l'étudie, c'est un enjeu majeur, pour nos démocraties. La polarisation, je pense que Stéphanie va nous en parler de façon peut-être plus, théorique, mais, on peut comprendre, quand même que c'est la polarisation, c'est vraiment le fait, de se retrouver avec des gens qui sont sur différentes questions. Vous en avez une série ici là, à l'écran, qui sont à des extrêmes. Donc on a de moins en moins de gens «modérés» entre guillemets et de plus en plus de personnes, en colère, qui arrivent plus nécessairement à discuter, à se parler et ça pour, la démocratie, c'est vraiment un enjeu majeur. La polarisation, ça s'appuie sur, la catégorisation, hein, le fait de classifier les gens, de discuter en termes de nous, eux, dans un langage dichotomique binaire. Ça s'appuie aussi sur la déshumanisation des groupes, hein. Donc, c'est vraiment, il y a une progression là dans la ségrégation et la séparation des groupes dans la société, qui est assez inquiétante. Et évidemment, je suis convaincue que l'école est le lieu pour, aborder cette question-là, pour éduquer les élèves et leur donner la chance, en fait, de ne pas tomber là, dans la polarisation ou de sortir de la polarisation. L'école peut créer du commun, donc travailler à réhumaniser certains groupes qui ont été déshumanisés par la polarisation. L'école peut favoriser la création de solidarité entre les élèves. C'est un lieu de rencontre où on retrouve, une mixité sociale, une mixité de valeurs et cetera. Donc de valoriser cette diversité-là au sein même de nos écoles, même si on sait que c'est quelque chose qui est en voie de disparition, mais ça reste encore, typique là des écoles du Québec. Et donc l'école peut être un lieu de partage et c'est vraiment fondamental qu'on envisage la lutte à la polarisation à l'école, de cette façon-ci, à mon avis. Et ça se fait ça dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté. J'ajoute, habituellement la citoyenneté démocratique, critique, pluraliste, dans mes travaux. Ici, je vous ai mis une diapo qui permet de comprendre un peu les enjeux, de l'éducation à la citoyenneté, dans le sens où, c'est une expression qui peut renvoyer à différentes finalités et également à différentes pratiques pédagogiques. Donc, selon notre compréhension de l'éducation à la citoyenneté, selon les buts, les objectifs, les finalités qu'on se fixe, on va mettre en place des pratiques, en conséquence, évidemment en tenant compte aussi des contraintes, du milieu. Et donc on peut viser, soit simplement à ce que nos élèves soient de bons participants dans la société démocratique. On peut viser à ce qu'ils soient des initiateurs, hein, qui essaient de trouver des solutions à des problèmes et qui deviennent du coup, des agents de transformation sociale. Donc, et ça, c'est une espèce de spectre, des postures possibles, des visées qu'on peut avoir par rapport à l'éducation à la citoyenneté. Je vous ai mis aussi le cadran là, des finalités qui a été développé par Case et Clark, sur lequel on peut, comme personne enseignante, se situer soi-même, hein, pour clarifier quelles sont nos intentions, par rapport à l'éducation à la citoyenneté. Est-ce qu'on vise, par exemple, la barre, la ligne horizontale, davantage à socialiser, faire apprendre les règles, les droits, les responsabilités, faire en sorte que les élèves s'intègrent, dans la société et reproduisent d'une certaine façon la société telle qu'elle est? Ou est-ce qu'on est dans un autre, direction où là, on est plus, axé sur la question de la transformation sociale? Donc, essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne moins bien dans notre société et comment est-ce qu'on peut contribuer au changement.
Et sur l'axe vertical, on peut se situer aussi personnellement. Est-ce qu'on est davantage dans le développement personnel des élèves, donc les amener à se découvrir eux-mêmes, connaître qui ils sont, hein, leur permettre d'explorer les valeurs, et cetera, pour mieux se définir en tant que personne? Ou est-ce qu'on est plutôt dans le développement intellectuel des élèves, toujours, donc en leur permettant, par exemple, de s'exercer aux différentes pensées disciplinaires, aux méthodologies de recherche des disciplines qu'on retrouve à l'école, à la pensée critique. Donc, chaque personne peut se situer sur ce cadran-là et avoir une meilleure idée du type de pratique qu'on retrouve. Si on essaie de placer le programme de CCQ dans ce cadran-là, bien, en fait, personnellement, je l'ai lu et je me dis, bien, selon l'interprétation qu'on en fait, on peut le placer vraiment d'un côté ou de l'autre. Il y aura donc, à mon avis, plusieurs façons de mettre en œuvre ce programme-là selon l'interprétation que les personnes enseignantes en feront. Selon le matériel à disposition aussi. Mais plus spécifiquement, donc, quel est l'apport de CCQ à l'éducation à la citoyenneté en contexte de polarisation? La réponse de CCQ ou la proposition de CCQ est très audacieuse, à la fois dans les thématiques qui sont proposées dans les programmes. Ici, je vous ai mis seulement là, les programmes du secondaire, mais donc, à la fois dans les thématiques abordées, hein, les questions de sexualité, d'identité de genre, les rapports de pouvoir, bon, la question de l'appartenance, la justice, le droit, et cetera. Donc, il y a beaucoup de thématiques très complexes qui peuvent être source de polarisation en classe. Donc, c'est vraiment un cours qui aborde de front, je dirais, cette question. Par les 2 compétences aussi, on va les regarder un petit peu plus, pas très longuement, mais un petit peu plus profondément. Donc, la première compétence, étudier les réalités culturelles, qui est la compétence qui est plutôt sociologique, comprend les différentes composantes et dont 2 que j'ai encerclées me semblent particulièrement porteuses pour une éducation à la citoyenneté en contexte de polarisation. Donc, celle d'évaluer les savoirs, établir la pertinence des informations, considérer les effets des biais socio-cognitifs sur ces savoirs et identifier des limites. Donc, c'est aussi des éléments importants, des limites au savoir qu'on a ou qu'on trouve, et exposer une compréhension enrichie qui permet de tenir compte là, de sa propre conception initiale, mais surtout d'autres perspectives et d'amener finalement à revoir une idée préconçue qu'on pouvait avoir sur une réalité culturelle quelconque. Et donc, la deuxième compétence, réfléchir sur des questions éthiques. Celle-là, donc, relève davantage de l'éthique. Ces composantes sont vraiment, je pense, particulièrement pertinentes là, pour l'éducation à la citoyenneté en contexte de polarisation. D'abord, dialoguer. Et dialoguer, ce que je trouve intéressant dans le programme, c'est qu'on prend la peine de dire que le dialogue, ça peut se faire avec soi-même. Et à mon avis, c'est quand même comme ça que ça commence, hein, de prendre un certain recul sur sur sa propre position, sur ses propres idées reçues. Tenir compte ensuite des points de vue d'autres personnes, d'autres acteurs, examiner ces points de vue-là, voir quels sont les repères sur lesquels ils s'appuient, évaluer les raisonnements en présence, élaborer un point de vue. Donc, il y a vraiment une démarche de réflexion qui est proposée qui amène les élèves à se positionner eux-mêmes, à être à l'écoute d'autres perspectives, d'autres points de vue, d'autres expériences et être ouvert à modifier leur propre posture sur les réalités à l'étude. Mais encore une fois, cette façon de présenter-là laisse évidemment beaucoup de liberté aux personnes enseignantes, heureusement d'ailleurs. Mais c'est ça. Donc, ça peut prendre vraiment différentes formes, différentes directions. Je reviens avec ce diapo-là
pour vous parler un petit peu des résultats parce qu'on a quand même, avec Olivier Lemieux qui est présent ici, et dans d'autres, contextes, d'études, on est allé voir comment, les enseignants dans les écoles québécoises percevaient l'éducation à la citoyenneté. Qu'est-ce qui était fait exactement, comme, mise en œuvre de l'éducation à la citoyenneté? Qu'est-ce qui est prescrit dans les programmes? Et finalement, les résultats montrent que l'éducation à la citoyenneté actuellement au Québec, elle est plutôt minimale. C'est-à-dire que c'est pas un chantier qu'on prend à bras-le-corps là et qu'on mène, de façon très affirmée. On retrouve une éducation qui est plus, axée sur les valeurs et les principes démocratiques qui sont prescrits dans les programmes sans jamais trop être définis. Et c'est la même chose dans le discours des personnes enseignantes, qu'on a pu relever. C'est une éducation à la citoyenneté qui est juridique, donc on va passer à travers les droits et libertés, les responsabilités des citoyens et des citoyennes, quelles sont les institutions qui représentent, les citoyens et les citoyennes et qui sont au service de la population. Et c'est une éducation à la citoyenneté qu'on peut dire plutôt libérale, donc qui va mettre de l'avant la question des droits individuels, de l'état de droit, et de l'importance donc de ces droits individuels-là, plutôt que des droits collectifs. Alors, je sais que dans CCQ, la réflexion entre, droit collectif, droit individuel, elle est proposée aux élèves. C'est intéressant. Mais disons qu'au Canada, au Québec, on est dans des démocraties libérales où les droits individuels priment, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir la réflexion. Ce type d'éducation à la citoyenneté-là, si on avait le situé sur le cadran, bien, on pourrait le situer de cette façon-ci, c'est-à-dire qu'on est davantage dans la socialisation, donc on apprend quelles sont les valeurs, quelles sont les institutions, quels sont les droits et les responsabilités, quelles sont les attentes à l'égard des citoyens. Donc, on est dans une optique plus de reproduction d'un état actuel de la société, bien comprendre le système dans lequel on vit. Et qui pourrait se situer là, à la fois là, sur l'axe vertical, à la fois du côté du développement personnel de l'élève ou du développement intellectuel. Là, ça pourrait être l'un ou l'autre ou quelque part entre les deux qu'on se situe. Ça, je dirais que c'est le portrait actuel de l'éducation à la citoyenneté au Québec avant l'arrivée de Culture et citoyenneté québécoise, qui là remet l'éducation à la citoyenneté vraiment au centre de la démarche pédagogique. Alors, on va peut-être avoir des nouveaux résultats dans les années à venir. Mais ces résultats-là, moi, me posent un problème parce que je n'ai pas l'impression que ça permet vraiment de lutter à la polarisation dont on parle dans ce webinaire. En fait, on présente la démocratie davantage comme un objet d'étude. Hein. Qu'est-ce que la démocratie? Quels sont les droits? Quelles sont les responsabilités? Quelles sont les institutions? Où en sommes-nous aujourd'hui dans notre démocratie? Quels sont les droits qu'on a? Quelles sont les luttes qu'on a fait pour arriver à ces droits-là? Et tout ça comme si l'aujourd'hui était l'aboutissement de la démocratie, alors que et là, je m'inspire des travaux de Michel Fabre pour dire ça. Je pense que la démocratie, elle doit être enseignée comme un projet de société toujours à perfectionner, toujours à améliorer. Et pour pouvoir s'insérer dans ce projet-là, bien, il faut se donner des outils, il faut dépasser l'apprentissage de ce qu'est la démocratie pour vraiment voir quelles sont encore les failles de notre démocratie, quels sont les enjeux, les problèmes, les menaces, comment faire en sorte qu'elle soit meilleure. Donc, qu'on passe, ce que je propose finalement, c'est qu'on passe de l'objectivation de la démocratie à la problématisation de la démocratie. Donc, quels sont les problèmes, les enjeux qu'on devrait discuter à l'école, par exemple, et qui permettraient de prendre part au projet de société, qu'on passe aussi de la certitude au doute, parce que quand on étudie la démocratie comme un objet d'étude, comme un élément fini, comme si notre société était à son stade le plus élevé de développement démocratique, on crée des certitudes, on prend pour acquis ce qu'on a en ce moment, alors que c'est peut-être pas la meilleure posture à avoir.
Et dans le contexte de pluralisme de nos sociétés, ben, on n'a pas le choix que d'être à l'écoute de l'autre, d'être ouvert au dialogue, d'être ouvert au compromis et de faire place à la nuance. Et pour arriver à ça, il y a quelques pistes quand même dans CCQ, que moi je propose d'explorer de façon plus spécifique. Donc CCQ, c'est un programme du domaine du développement personnel et social. Donc je pense qu'on peut espérer ou tendre vers un développement personnel qui est ouvert au pluralisme. Et ça, c'est assez clair dans le programme que c'est l'intention. Il y a deux éléments fondamentaux, je pense, qui sont au cœur du programme de CCQ. Deux éléments sur lesquels je travaille, c'est pour ça que je les ai choisis pour vous les présenter. La question de la pensée critique, que j'appelle complexe, et la question de la multiperspectivité critique, qui sont deux concepts, deux éléments qui, à mon sens, doivent faire partie de l'enseignement du programme CCQ pour éduquer à la citoyenneté et lutter contre la polarisation. Donc, de façon plus spécifique, la pensée critique, je la travaille personnellement en trois épaisseurs, je dis ça comme ça, parce que dans les travaux, on voit vraiment, il y a différentes manières de définir la pensée critique. Euh, la première, ce qu'on retrouve souvent dans les programmes d'études, hein, celle qui est focalisée sur donc l'élève, sa capacité à s'auto-évaluer, à auto-évaluer sa pensée, donc à mettre en œuvre des habiletés de pensée. Donc, c'est une définition qui est plutôt cognitive. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'élève? Comment l'amener à être critique ou autocritique par rapport à lui-même? On retrouve également dans nos programmes une pensée critique à l'égard des savoirs. Donc, toutes les disciplines scolaires viennent avec un mode de pensée particulier, des compétences disciplinaires qui permettent de développer des habiletés méthodologiques propres à la sociologie, propres à l'histoire, propres aux sciences, etc. Donc, cette pensée critique plus méthodologique ou épistémologique permet là, de faire une critique des savoirs avec une méthode particulière d'analyse critique. C'est ça, qui va varier d'une discipline à l'autre, mais qui est vraiment fondamentale aussi là, pour le développement de la pensée critique. Et il y a une troisième épaisseur à la pensée critique qui est celle que j'appelle, moi, en lien avec la société. Donc, une pensée critique sociale, un regard critique sur le social ou sur la société, et qui est davantage, je dis ici, sociologique ou critique, mais là, là-dedans, je mets vraiment des grilles d'analyse qui nous permettent de voir les enjeux qu'on vit dans notre société contemporaine ou passée, peu importe là, dans quelle discipline on se trouve. Euh, des grilles de lecture critiques comme par exemple le féminisme, l'antiracisme, donc des grilles qui nous permettent de mettre en lumière des rapports de pouvoir qui se jouent dans notre société, de mettre en lumière des enjeux, des obstacles, de voir les pistes et d'être capable d'envisager, c'est ça, des pistes de solutions à ces problèmes-là. Donc, c'est une troisième épaisseur à la pensée critique qui est beaucoup moins présente habituellement dans nos programmes d'études et dans les pratiques aussi, mais qui, à mon sens, devrait se retrouver. Et pour opérationnaliser tout ça, on a travaillé avec un de mes doctorants, Louis Gosselin, là, à définir de manière opérationnelle la multiperspectivité, qui est un concept qu'on utilise beaucoup en sciences humaines et sociales, qui se retrouve, il n'est pas nommé comme ça, mais il se retrouve dans le programme de CCQ. On y ajoute la question de la critique, vous allez voir pourquoi. La multiperspectivité critique, c'est la capacité à réfléchir de manière critique à sa positionnalité en reconnaissant le caractère situé, partiel, partial et construit des savoirs. Sa positionnalité, donc ça veut dire amener les élèves ou faire le travail soi-même comme personne enseignante
prendre conscience de ces marqueurs identitaires et de leur effet éventuel sur leur vision du monde, à la place qu'ils occupent dans le monde, géographiquement, mais aussi socialement, économiquement, politiquement, etc. Et là, il y a toute une série de qualificatifs des savoirs situés, partiels, partials, construits. On est vraiment ici dans une approche critique des savoirs qui est fondamentale. La multiperspectivité critique, c'est aussi la capacité à considérer une multitude de perspectives mobilisant parfois différents systèmes de savoir. Donc, il y a les savoirs scientifiques, historiques tels qu'on les construit dans les disciplines, mais il y a d'autres formes de savoir qui existent et quand on ouvre à la pluralité des perspectives, on ouvre aussi à d'autres systèmes de savoir. Il faut le savoir et il faut être en mesure d'en prendre conscience dans nos analyses et dans notre travail d'interprétation. Et en fait, la multiperspectivité, la capacité à s'appuyer sur des perspectives et des savoirs variés de manière à identifier des enjeux sociaux et à s'engager dans la redéfinition d'une société démocratique plus juste. Donc, vous retrouvez les trois épaisseurs de la pensée critique dans cette définition de la multiperspectivité. Mais c'est ça, ça nous donne peut-être une façon plus concrète d'y arriver. Et pour arriver à ça, évidemment, il faut travailler, et ça permet de travailler avec les élèves, la question de l'altérité, qui est au cœur des programmes de CCQ et de l'éducation à la citoyenneté, l'agentivité, le pouvoir d'agir des élèves réels et l'empathie pour les autres groupes, les autres perspectives, hein, pour être en mesure de vraiment entrer en relation et en mode d'écoute avec ces autres perspectives-là. Donc, CCQ a vraiment un potentiel de contribuer au projet démocratique parce qu'il va permettre de développer la pensée critique, ou en tout cas aurait le potentiel de développer les trois épaisseurs de la pensée critique, permet un recul sur nos valeurs, nos représentations et leurs effets sur la vision du monde qu'on porte. C'est un cours qui amène à étudier et à questionner les normes et les valeurs, hein. C'est une occasion de les redéfinir, de les renégocier ensemble. Et c'est un cours qui amène aussi à accueillir le pluralisme des valeurs, des perspectives et des savoirs, laissant place au doute. Et je vais terminer là-dessus, la question du doute qui est, à mon avis, essentielle. Et on a cette expression, hein, donner le bénéfice du doute à quelqu'un. C'est pour ça que j'ai repris cette idée-là des bénéfices du doute. Le fait d'accueillir différentes formes de savoir, différentes perspectives, de les replacer dans leur système, hein, de vérité, ça permet, ça crée évidemment une certaine ambiguïté. Le fait d'admettre aussi que les savoirs ne sont pas universels, qu'ils sont situés, qu'ils sont partiels, euh, ça oblige à comprendre que notre façon de comprendre le monde, les savoirs sur lesquels reposent nos convictions, ben, sont pas complets, sont pas finaux, sont vrais pour dans un certain contexte. Et ça crée évidemment de l'inconfort d'admettre cette ambiguïté-là. Et aussi, ça ouvre à une certaine forme de relativisme, pas absolu, parce qu'on se rappelle qu'on a la pensée critique méthodologique, donc on a des outils pour évaluer les différents systèmes de savoir, mais on les évalue avec différents outils aussi. Et ça nous permet d'accepter qu'il y a aussi cette coexistence de savoirs et de perspectives qui sont légitimes, même si elles sont très différentes et reposent sur des savoirs différents. Et à mon sens, le doute, tel que décrit, met les conditions essentielles pour ouvrir, hein, et donner aux gens la volonté d'apprendre parce qu'on se pose on est dans une posture où on admet l'incertitude, où on admet que notre posture, elle est temporaire, elle est partielle, et donc on a toujours besoin d'en apprendre davantage, d'apprendre plus de savoir, mais aussi en apprendre davantage des autres perspectives. Voilà, c'était ma proposition.
Merci beaucoup, Sabrina. Je vais laisser la parole maintenant à Stéphanie. Merci beaucoup, Bernard. Merci beaucoup, Dany, Olivier, les organisateurs de cette série de webinaires. C'est un plaisir et un privilège d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais laisser peut-être Rachel, je pense que tu vas pouvoir projeter le PowerPoint en même temps. C'est intéressant parce que je pense qu'il y aura beaucoup de parallèles entre les communications, la communication de Sabrina et la mienne. Euh, Puis c'est assez paradoxal parce que ma conclusion va prendre en quelque sorte le contre-pied d'une certaine façon de celle de Sabrina, mais je pense qu'elles doivent être vues en complémentarité. Sabrina évoque les bénéfices du doute, très juste titre. Et de mon côté, je vais peut-être mettre l'accent à la fin sur l'importance également de régler le doute en éducation pour éviter de glisser dans un écueil relativiste qui guette également, à mon sens, les éducations A comme on le retrouve dans le cas de CCQ. Donc, les éducations A qui incluent l'éducation à la citoyenneté, mais qui englobe d'autres types aussi de programmes qui vont dans le même sens. Donc, les questions du séminaire interpellent directement les orientations et les contenus de CCQ comme éducation à la citoyenneté. Pour proposer quelques pistes de réflexion qui vont être à la fois théoriques et pratiques, parce qu'il y a également des enseignants-enseignantes parmi nous, j'ai choisi de structurer mon intervention en 3 temps. D'abord, je vais revenir un peu comme l'a fait Sabrina, mais en apportant des précisions un peu différentes et complémentaires sur les termes de la problématique de départ, les polarisations, entre autres, les conflits de vérité, l'éducation, en apportant quelques précisions terminologiques et conceptuelles. Ensuite, je vais aborder le programme CCQ comme une forme d'éducation A, en précisant les caractéristiques, les obstacles et des pistes d'enseignement possibles de cette forme atypique des savoirs scolaires qui permet de naviguer entre le dogmatisme, le militantisme, la moralisation d'un côté et le relativisme de l'autre. Ce qui n'est pas simple, hein, en pratique surtout. J'offrirai également à cette étape quelques prises possibles dans le programme CCQ pour un enseignement qui viserait la sensibilisation ou la prévention des théories du complot, un thème sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années dans le cadre d'une ethnographie auprès d'étudiants et étudiantes du niveau collégial dans le contexte pandémique. Il s'agissait d'étudier un petit peu leur réceptivité, leur sensibilité par rapport à ces discours alternatifs dans un contexte de crise. Et je conclurai brièvement à la fin, donc, avec une réflexion qui fera écho, qui entrera en dialogue avec celle de Sabrina sur la nécessité de régler le doute et sur l'importance de l'enquête en contexte éducatif comme rempart, à mon avis, contre le relativisme. Donc, d'abord, le terme de polarisation occupe une place privilégiée dans les conversations académiques depuis une dizaine d'années et c'est intéressant de constater qu'il remplace plus ou moins les expressions, en tout cas d'après ma vision des choses, de vivre ensemble et de pluralisme qui sont plutôt en perte de vitesse et qui véhiculaient plutôt des conceptions optimistes de l'intégration. Là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus frontal, un petit peu plus difficile. Selon l'équipe Recherche et Action sur les polarisations sociales dirigée par la professeure Cécile Rousseau, les polarisations sociales renvoient à un phénomène de fragmentation de la société en groupes antagonistes, comme le dit également Sabrina, qui mettent l'accent sur leur opposition et réduisent de cette manière progressivement l'éventail des positions nuancées. Et c'est bien là le problème. Parce que cette situation-là, elle n'est pas nouvelle. Elle a pu caractériser différents lieux, périodes de l'histoire, mais le contexte actuel présente quand même un certain nombre de nouveautés qui rendent ce type de problèmes encore plus visibles, notamment dans les contextes éducatifs. Il y a notamment plusieurs changements sociaux très rapides, de nouveaux mouvements sociaux, des bousculements politiques internationaux. On a évoqué également tout à l'heure l'élection de Trump. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a toutes sortes d'autres changements qui se produisent également en Europe, des mouvements à droite ou à l'extrême droite, des impacts visibles des changements climatiques aussi qui ne sont pas à négliger.
Et donc, sur le plan sociologique, il me semble qu'il y a deux tendances lourdes qui semblent incontournables et qui vont servir un petit peu de trame de fond aux questions qui nous occupent dans l'éducation à la citoyenneté. D'abord, une radicalisation du pluralisme. On n'est pas juste dans le pluralisme, on est dans une radicalisation du pluralisme, ce que Charles Taylor appelle l'effet supernova, hein, selon lequel la planète des croyances, je trouve que c'est une très belle expression, mais c'est en même temps très, très métaphorique, très, très visuel. La planète des croyances se disperse continuellement en fragments de foi ou de conviction, on pourrait dire, qui éclatent à leur tour. Donc, dans un contexte qui est aussi marqué par la dérégulation de l'autorité des institutions, religieuses comme séculières, de plus en plus, on voit que les institutions comme la science ou les sciences ont tendance à être remises en question fortement, la démocratie elle-même, le système gouvernemental, etc. Donc, il y a beaucoup de propositions communément considérées comme hors question, telles que je donne un exemple très farfelu, mais c'est juste pour évoquer la chose. L'homme est allé sur la Lune en 1969, qui peuvent être remises en cause, notamment sur les réseaux sociaux. Et là, Sabrina a parlé de chambre d'écho. Il y a tout cet écosystème informationnel qui change la manière aussi de communiquer dans nos sociétés. Un espace qui est très largement inégalitaire aussi, où tout le monde n'a pas le même poids, hein, pour s'exprimer. C'est pas juste une communication horizontale parfaite. Euh, donc, nos sociétés sont traversées par différentes communautés épistémiques, en quelque sorte, qui ne partagent pas forcément les mêmes certitudes de base. Avant, c'était plutôt un phénomène marginal. Il y avait les sectes, il y avait des mouvements qui étaient un petit peu marginaux, des contre-cultures. Aujourd'hui, ça devient quand même un petit peu plus mainstream. Puis on le voit avec les théories du complot, elles sont à la fois de plus en plus marginalisées dans les discours politiques, mais elles sont aussi elles percolent de plus en plus dans les discours aussi de sens commun. Alors, elles imprègnent les discours dits ordinaires. Cela pose la question aussi des critères de distinction entre le vrai et le faux, ou le discutable et l'indiscutable dans la conversation démocratique. Est-ce qu'on accepte ou pas un mouvement pro-vie dans les débats? Est-ce qu'on présente ses positions dans un cours d'éducation à la citoyenneté, par exemple, au nom du pluralisme ou non? Où s'arrête cette limite-là? Et donc, j'arrive à la deuxième tendance, cette radicalisation du pluralisme questionne et modifie en profondeur les rapports de force politique en contexte démocratique, notamment en favorisant l'accès à l'espace public de groupes ou de mouvances antidémocratiques. Au CRIDAC, on développe actuellement une réflexion avec un comité de travail sur ces questions sous l'angle des nouvelles conflictualités, notamment pour interroger la remise en question de principes, de normes ou de valeurs démocratiques qui sont aujourd'hui qu'on prenait pour acquis, mais qui sont aujourd'hui politisés ou réinterprétés à des fins d'exclusion parfois des minorités, comme la liberté d'expression qui va changer de sens, l'égalité, l'objection de conscience, etc. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que l'école, et en particulier certains savoirs scolaires à forte composante culturelle comme ECR ou CCQ, deviennent des lieux de nouveaux conflits de vérité entre des savoirs scolaires, par exemple, des conceptions idéologiques, religieuses ou politiques. Face à ces situations-là, la neutralité absolue n'apparaît pas comme une option possible. Pas du tout. C'est impossible d'être neutre par rapport à cette multiperspectivité, en quelque sorte, si je comprends bien, des visions du bien, du juste et du vrai. Mais cela pose évidemment la question des choix axiologiques à opérer. Comment on peut respecter la diversité des convictions qui sont au cœur de nos objectifs éducatifs dans le PFEQ sans saper les fondements du cadre démocratique? Et comment, encore une fois, on peut éviter à la fois les écueils du dogmatisme et du relativisme. On peut changer de diapo. Rachel, merci. Les travaux sur les éducations à et les questions socialement vives formulent ici plusieurs pistes pour traiter ces questions-là qui excèdent la forme scolaire classique, comme c'est le cas, à mon avis, pour différents thèmes au sein de CCQ. Ici, je vais référer surtout aux travaux de Michel Fabre, moi aussi, 2014, 2018, 2019, entre autres, et de Legardès et Simoneau, 2006, pour les QSV. Comme le souligne Fabre, les éducations à, comme on peut le voir pour CCQ, qui en est une forme, partagent des caractéristiques communes, que je rappelle ici. D'abord, elles ne concernent pas que des savoirs scientifiques ou savants au sens strict, mais aussi des valeurs éthiques et des attitudes, des comportements souhaitables, comme dans le cas des contenus en éducation à la sexualité dans CCQ, où c'est assez visible.
On veut privilégier la culture du consentement, éviter la violence, favoriser des relations harmonieuses et ouvrir à la diversité des perspectives de genre, par exemple. Ensuite, elle renvoie davantage à des savoirs experts qu'à des savoirs savants, un peu liés à la première caractéristique. On voit cela, par exemple, dans des thèmes comme relations et bienveillance, technologie et défis d'avenir, groupes sociaux et rapports de pouvoir dans CCQ. Et finalement, elle vise surtout la transformation des pratiques existantes. Selon Fabre, même si la tendance des éducations A n'est pas nouvelle, dans la mesure où elle concerne tous les types de formation du citoyen depuis l'avènement de la modernité, que ce soit pour l'éveil des sentiments nationalistes ou la transmission des habitudes hygiéniques dans la santé publique, etc., leur tendance à se multiplier aujourd'hui et à porter sur des QSV est plus récente. Contrairement à d'autres objets d'enseignement, les QSV sont ouvertes, non univoques et complexes, puis se caractérisent elles-mêmes par 3 niveaux de vivacité. D'abord, elles sont vives et donc débattues dans la société. Elles peuvent être des sujets sensibles également, dont parle Sylvain Hirsch et Sabrina Moisan, notamment au Québec, des sujets sensibles au sens personnel, mais elles sont également socialement vives, donc elles peuvent être les deux. Elles sont vives dans les savoirs de référence, parce qu'elles mettent en jeu différents paradigmes, théories scientifiques qui peuvent entrer en concurrence ou être complètement inconciliables, incommensurables. Et elles sont vives aussi dans le champ scolaire parce qu'elles suscitent des conflits de valeurs ou de normes parmi les élèves et les enseignants. Donc, elles suscitent ce qu'on appelait des conflits de vérité. Or, le cours CCQ est un cas exemplaire de ce type d'éducation, je pense à des QSV, que ce soit à travers les contenus en éducation à la sexualité, pour la prise en compte des réalités des perspectives autochtones, parce que là, c'est plus la question, c'est pas mon expertise, mais de voir quel type de conception on retient, quel type de perspective, comment on définit cosmologie, etc. Ou encore les conceptions de la vie collective et de l'espace public, par exemple dans les concepts principaux de citoyenneté, de cohésion sociale ou d'éco-responsabilité. Le défi de taille, puisque le cours poursuit l'objectif de transformer les pratiques sociales dans la perspective de ces 3 finalités, exercer la citoyenneté québécoise, la reconnaissance de soi et de l'autre, puis poursuivre le bien commun. Mais dans un contexte où les représentations à l'égard de ces objets difficiles, pour reprendre le titre du livre qui porte sur ces questions de Sabrina Moisan, entre autres, et d'autres collègues, peuvent elles-mêmes être plus ou moins diversifiées et polarisées. Cela est notamment visible à l'égard, encore une fois, de l'éducation à la sexualité, qui a donné lieu déjà à une demande d'exemption à la Cour supérieure en décembre 2024, qui a été rejetée. Comme dans la plupart des formes d'éducation A, le cours CCQ, notamment à travers la composante dialoguée, vise à développer chez les élèves une opinion nuancée ou raisonnée sur des sujets complexes. Pour parvenir à cet exercice, la pensée critique, Fabre met en garde contre 3 obstacles transversaux aux éducations A, éviter de réduire l'épaisseur des désaccords relatifs à des problèmes complexes, comme si les problèmes traités ne relevaient que d'une logique scientifique. C'est parfois le cas avec les débats relatifs à l'éducation et à la sexualité où on observe une lutte interprétative pour définir ce qui est scientifique ou pas. La définition de la science joue ici de façon importante parce qu'elle nous sert à défendre une position qui n'est pas seulement savante, mais qui met aussi en jeu des valeurs qui doivent être nommées. C'est ce qu'elle nous dit ici, Fabre, pour cette première embûche. Ensuite, il nous dit qu'il faut éviter d'hypertrophier la dimension axiologique pour déboucher sur une sorte de relativisme stérile, où tout le monde aurait droit à son opinion et où on n'avancerait pas dans une sorte de dialogue. C'est simple à dire, c'est moins évident à réaliser. Et enfin, il faudrait éviter, et je trouve ça assez sage, de toute tendance moralisatrice ou militante qui se contenterait de transmettre de bonnes pratiques, parce que ça risquerait de se traduire en transmission plate, lisse de quelque chose qui ne serait qu'objectivé, là, comme disait Sabrina avec la conception de la citoyenneté qui était observée chez les enseignants. Si on fait juste transmettre des bonnes pratiques, on ne sait pas pourquoi on le fait, ça risque de ne pas vraiment percoler, d'être intériorisé dans le développement des personnes qui vont l'apprendre, ni des enseignants d'ailleurs. Dans un contexte de radicalisation du pluralisme et de crise de l'autorité des institutions déjà identifiées, la réflexivité, l'introduction de choix et la capacité d'agentivité individuelle, d'autodétermination apparaissent comme des conditions sine qua non
de succès de ce type d'éducation. C'est d'ailleurs ce que nos résultats de recherche sur la réceptivité des jeunes aux théories du complot dans le contexte pandémique dont je vous parlais tout à l'heure et d'autres travaux, notamment de Ciccelli et Octobre, Rouillé en Europe, montrent, c'est que les jeunes doivent choisir. On ne doit pas leur imposer des choses, il doit y avoir du choix. Et cela passe, selon Fabre et d'autres, là je pense aussi aux travaux de nos collègues ici, Sivan et Hirsch et Sabrina Moisan, Marc-André Etier, par une problématisation. Chez Michel Fabre, la problématisation peut suivre 3 étapes. Je le dis pour les enseignants, enseignantes, mais il y a d'autres modèles qui peuvent s'avérer pertinents également. La première étape, c'est tout simplement d'élucider les enjeux en dégageant les dimensions d'un problème éthique, par exemple, économique, les registres de valeurs ou les registres de vérité qui sont impliqués dans une situation, les déplier, les dégager. Le registre scientifique, le registre politique. Par exemple, on s'intéresse, je ne sais pas, au refus des transfusions sanguines chez les témoins de Jéhovah dans culture et production symbolique. Bien, il faudrait essayer de voir qu'est-ce que c'est la dimension juridique. On oppose, par exemple, le droit à la vie ou la liberté de conscience. Donc, ça serait une dimension. La dimension éthique pourrait concerner la notion de finitude, le sens de la vie, la durée de la vie, etc. Ensuite, dans une deuxième étape, il s'agit de hiérarchiser, de sélectionner les dimensions prioritaires pour construire le problème, ce qui implique de choisir les données à privilégier. Cette étape permet de mettre en perspective diverses constructions ou positions sur la question, mais en même temps en montrant qu'il y a des dimensions qui sont différentes. Une construction pourrait prioriser, par exemple, la dimension éthique en disant que c'est quelque chose qui doit être plus important dans le contexte de la réflexion. Une autre pourrait mettre l'accent plutôt sur la perspective juridique des droits. Enfin, il peut s'agir de mener une réflexion structurée en vue d'une prise de position éthique si on se situe, par exemple, dans la compétence 2 du programme CCQ. Sur la question maintenant de la sensibilisation et de la prévention des théories du complot, on peut changer de diapo. Plusieurs, dont Sybille Rouillé dans sa thèse en 2022, ont montré les limites d'une formation de type fast-checking qui survaloriserait les aspects cognitifs de l'adhésion aux théories du complot, notamment parce qu'elle ne prend pas en compte le positionnement de l'élève et évacue les dimensions politiques et idéologiques de ces enjeux sur un mode prescriptif et rationaliste, plus dans une logique de vrai, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Donc, lorsqu'elles sont utilisées seules, et c'est le cas assez souvent, c'est pour ça que j'en parle ici aussi, les méthodes de fast-checking risquent de faire glisser l'enseignement relatif à cette QSV dans le premier ou le troisième écueil décrit par Fabre. Donc, soit la question du militantisme, soit la question du réductionnisme un petit peu là, technocratique, de dire c'est juste scientifique, vrai, faux. En vue de problématiser l'enjeu, là, je donne un exemple ici, une première étape pourrait être de préciser les différentes approches pour saisir qu'est-ce que c'est le phénomène multiforme des théories du complot dans la communauté scientifique. D'abord en disant qu'il y a des approches qui sont plutôt psychosociales, qui vont décrire qu'est-ce que c'est la mentalité complotiste. Ils vont essayer de voir, définir des traits, qu'est-ce que c'est un complotiste, un non-complotiste. Il y a des approches qui mettent l'accent sur les fonctions sociales des théories du complot en contexte de crise, en montrant que c'est une manière de compenser l'insécurité, de créer des lieux de certitude. Donc, on va dans ces modèles-là plutôt mettre l'accent sur les dimensions génériques des théories du complot et en étant peut-être un peu moins attentif au contexte particulier dans lesquels elles prennent forme. Et il y a d'autres modèles encore qui sont plutôt politiques et qui vont porter attention aux usages contestataires et critiques du complotisme pour montrer que c'est souvent une façon de s'opposer à des travers de la démocratie, en fait, euh, ou des éléments qui ne fonctionnent pas et contre lesquels on a besoin de s'exprimer et de chercher des lieux d'agentivité. Donc ça, ce serait comme une première étape dans la problématisation d'un thème comme celui-là avec les élèves. Ensuite, selon le thème du programme dans lequel on s'inscrit, enseignant, enseignante pourrait privilégier l'une ou l'autre des constructions du problème, qui se prête d'ailleurs aussi bien, à mon avis, à l'étude des réalités culturelles, la compétence 1, qu'à la réflexion sur des questions éthiques, compétence 2, ou à leur articulation.
Par exemple, dans le thème quête de sens et vision du monde, concept principal et formes de savoir, on pourrait proposer aux élèves de réfléchir aux critères de démarcation des savoirs scientifiques et d'une théorie du complot à partir d'une enquête qu'ils mèneraient grâce à la démarche sociologique, sur un énoncé en particulier. Par exemple, la pandémie a été inventée de toutes pièces. Oui ou non? Pourquoi? On fait une recherche de référence, on défend un point de vue, on réfléchit, on structure une problématique et on le présente aux autres élèves. On utilise le cours comme un lieu de mise à l'épreuve de notre enquête. Dans le thème, ensuite, groupes sociaux et rapports de pouvoir, le concept principal de mouvement social, par exemple, on pourrait ici se pencher sur les dimensions sociales et politiques des théories du complot, en demandant aux élèves d'explorer la circulation ou la résurgence de certaines théories du complot à caractère raciste, par exemple, comme des énoncés antisémites ou le grand remplacement, là, qui reviennent sous toutes sortes de nouveaux avatars, notamment actuellement sur les réseaux sociaux, dans les mimes, il y en a un petit peu partout. Donc, pourquoi elles reviennent maintenant? Pourquoi elles surgissent de cette façon? Pourquoi elles sont reprises par un et l'autre? Par exemple, lors de l'attentat à Christchurch, on a eu une reprise d'une théorie du complot, du grand remplacement qui venait d'ailleurs, de Camus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut interpréter ça? Pourquoi ça fait problème? Le thème ensuite, enfin, culture et production symbolique, avec notamment le concept principal des cultures numériques, pourrait également se prêter à ce type de réflexion en invitant les élèves à examiner les effets des cultures numériques, par exemple les influenceurs, sur la circulation des savoirs et de la désinformation. Ce sont seulement de petits exemples très en surface, mais qui donnent quand même quelques pistes générales. Dans tous les cas, le point ici à retenir, à mon avis, c'est que l'importance de la problématisation et de l'enquête qui doivent occuper une place centrale dans la démarche didactique et pédagogique. Ce qui s'approche d'une configuration que l'on peut qualifier d'axiologique si on change la diapo en référence aux travaux de Lebrun et ses collègues sur les relations entre disciplines scolaires et problématiques d'éducation A. Ici, dans le contexte de l'éducation au développement durable, ça me fait un petit peu penser à ce que présentait Sabrina tout à l'heure. C'est une façon un peu visuelle de voir qu'il y a différentes manières, si on se retrouve dans une éducation A, de procéder avec différents types de finalités. Ici, il y aurait comme l'axe vertical qui proposerait un continuum entre instruction, transmission de connaissances et socialisation, plus à des valeurs, à des attitudes, des comportements. Et il y a l'axe horizontal qui met l'accent sur un continuum entre le normatif, on veut arriver à tel résultat, ou le réflexif, où on fait problématiser l'élève pour le faire participer à la démarche sans lui donner la réponse à l'avance. Alors, dans une éducation en développement durable, la socialisation émancipatrice, qui semble... non, j'ai mis à mauvaise place. Le rond aurait dû être en bas, entre socialisation et réflexif, ici. Ce sont les valeurs citoyennes qui forment l'objectif de la formation. Ça semble être un équilibre intéressant pour à la fois permettre une problématisation, un engagement des élèves sans définir à l'avance le résultat, pour éviter le militantisme des bonnes pratiques. Donc, dans cette perspective, qui est le rond en bas à droite, là, la socialisation et l'instruction peuvent s'articuler dans une démarche où la socialisation vise une appropriation de l'héritage scientifique et culturel, ainsi qu'une mobilisation des savoirs disciplinaires dans des situations de la vie sociale. Alors, pour ceux qui s'intéressent, la référence est en bas ici. Donc, en conclusion, parce que je suis en train de dépasser mon temps, ça va être rapide, on peut changer la diapo. Dans un contexte marqué par la radicalisation du pluralisme, l'essor des faits alternatifs et une crise de confiance à l'égard des institutions, l'exercice de la pensée critique dans les éducations A, comme en CCQ, ne doit pas perdre de vue, à mon avis, un certain ancrage dans la rationalité pour éviter de glisser vers une posture du soupçon généralisé. Des auteurs comme Hannah Arendt ont notamment souligné la suspension dans les régimes totalitaires de l'enquête, dans un contexte où se confondent faits et fiction, dans un univers parfaitement cohérent d'énoncés idéologiques et où la réalisation pratique, par exemple de la suppression des Juifs, supplante toute forme d'enquête. Je pense que c'est essentiel que le doute
ne soit pas stérile et qu'il garde quand même une prise dans le réel sur des dimensions qui sont hors question. Il faut savoir comment distinguer et à quel moment, qu'est-ce qui est en question, de quoi on discute et de quoi on ne discute pas. Et je vous laisse sur cette citation que j'aime beaucoup, qui invite, je pense, à la réflexion en ce sens de Michel Fabre, qui dit de la boîte de Pandore au château de Barbe-Bleue, toute une mythologie décrit les inconvénients d'une curiosité intempestive. Que penser de l'élève qui, au moment d'apprendre ses tables de multiplication, mettrait en doute la vérité des propositions mathématiques? Ou de celui qui, dans les cours de sciences, récuserait l'existence de lois naturelles ou encore la réalité du passé, se demandant par exemple si oui ou non la Terre existait avant sa naissance. Ces questionnements bloqueraient en effet tout apprentissage. Non qu'ils soient absurdes en eux-mêmes, mais parce qu'ils sont intempestifs, car pour le moment, ils n'ont pas de signification épistémologique. Voilà, merci. D'avoir accès à mon micro. Merci beaucoup, Sabrina. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ces 2 présentations, qui fait le lien aussi entre, l'état des connaissances, le programme CCQ et la formation offerte par, l'enseignant aux élèves du primaire et secondaire. Donc, on peut maintenant ouvrir, la période des questions. Donc voilà, je suppose que ça soulève plusieurs points. Donc, on va favoriser les questions à main levée. Voilà, oui, j'ai monsieur, Denis Roy, qui a déjà la main levée. Alors, je suis Denis Jocelyn-Roy de Rimouski. Je suis un chargé de cours pour le bac en enseignement préscolaire, primaire, parfois secondaire et parfois aussi adaptation scolaire. Alors, 2 préalables. Vous avez parlé donc du programme CCQ, mais vous avez parlé seulement du secondaire. Mais le primaire est là aussi. Et dans le primaire, il y a beaucoup de développement à faire avec des formes de présentation à celles que vous avez montrées. Et il y a beaucoup de contenu à explorer. L'autre chose, il y a beaucoup de contenu, mais en même temps, c'est des enseignants qui doivent donner ça et qui n'ont pas eu de formation là, en sorte. Comme si la formation, ils devaient d'abord se la donner à eux autres mêmes. Alors, ma question par rapport à ça, ça me donne l'impression, est-ce que le programme CCQ est voué à l'échec, compte tenu qu'on n'est pas prêt à le donner, compte tenu qu'il y a beaucoup de cheminement à faire, compte tenu que les profs eux-mêmes devraient se questionner sur la citoyenneté. C'est quoi la citoyenneté? C'est quoi être citoyen? Comment qu'on est un citoyen quasiment modèle par rapport aux enfants qui nous sont confiés au primaire comme au secondaire? Alors, il y a tellement de contenu, il y a tellement peu de formation pour le personnel. Est-ce que le programme CCQ est voué à l'échec? Merci. Alors, je ne sais pas si Sabrina ou Stéphanie qui veut prendre la parole premier. Ben, Sabrina. je peux commencer. C'est une question impossible à répondre. J'espère que ce ne sera pas un échec, mais c'est vrai que les écueils sont nombreux et majeurs. Le programme est tellement ambitieux, les thématiques sont tellement sensibles, comme le rappelait Stéphanie aussi. Euh, la formation continue est pratiquement inexistante et c'est vrai pour d'autres programmes aussi, hein. Au Québec, on ne valorise pas beaucoup, puis on n'a pas de structure de développement professionnel très efficace. Alors, c'est certain que les écueils sont nombreux, mais je pense que c'est ça, il faut être fataliste. Je pense que les personnes enseignantes sont des professionnels très occupés, ce qui veut dire qu'ils ont peu de temps là, pour approfondir leurs connaissances, prendre le temps de lire, de s'informer, de s'auto-former, c'est sûr, mais c'est quand même un travail qui nous amène à apprendre tout le temps. Quand on enseigne, on apprend. Donc, peut-être qu'à court terme, on va être un petit peu moins performant dans dans nos pratiques. Mais si on donne le temps au programme de s'implanter, qu'on donne le temps aux enseignants de se former, de s'informer, de s'auto-former, euh, puis qu'on a du matériel, puis des ressources, puis des congrès, puis j'ai quand même espoir qu'on arrive à faire quelque chose d'intéressant avec ce cours-là, dont on a vraiment besoin comme société, à mon avis. Alors, j'espère qu'il y a des ressources qui vont se mettre en place pour soutenir les enseignants et les enseignantes. Merci, Sabrina. Stéphanie? J'ajouterais simplement que d'abord, oui, vous avez raison, je n'ai pas personnellement traité du primaire. Là,
C'est aussi très riche et intéressant, mais comme bon, la présentation était plutôt générale et puis visait à lancer des perches un peu, des pistes par rapport plus spécifiques par rapport à certains thèmes. J'ai préféré me centrer sur le secondaire, là, aux fins d'exemple. Mais le primaire est à découvrir aussi. Puis par rapport à la question que vous posiez, je pense que ça s'applique à tous les programmes. Il y a toujours des défis importants. C'est la même chose pour ECR aussi, qui était peut-être un petit peu moins dense, là, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a deux clés ici à retenir pour les profs. Faire des choix. Parce que le programme est vaste, mais ça ne veut pas dire qu'il faut traiter tous les concepts, loin de là. Il faut faire des choix de thèmes qui nous interpellent plus, plutôt que de balayer trop large. Choisir quelques thèmes et les approfondir, les problématiser comme il faut. Et deuxième élément, travailler en équipe. Les profs sont toujours plus performants, intéressants et riches quand ils joignent leurs forces. Travailler en équipe, faire des bonnes SAI, les faire évoluer dans le temps. Parce qu'il y a toujours le programme, puis il y a toujours l'appropriation après par les équipes enseignantes. Et ça donne, pour avoir vu avec SCR ce qui se faisait après une dizaine d'années, c'était quand même stupéfiant de voir à quel point il y avait eu des appropriations intelligentes, judicieuses, nuancées. Et ça, c'est le travail des équipes enseignantes. Fait que moi, je crois au programme CCQ, c'est juste qu'il faut pas trop voir tout en même temps, puis travailler ensemble. Merci. Monsieur Beauchamp, Gilles Beauchamp. Bonjour, Gilles Beauchamp, je suis postdoc au CRIDAC, au Centre de recherche en éthique, entre autres. Ma question, c'est pour Sabrina, mais je pense que Stéphanie aussi aurait peut-être quelque chose à dire là-dessus. C'est sur le doute, en fait, puis la fonction du doute. C'est super intéressant là, comment ça a été présenté. Puis effectivement, le doute semble fondamental à apprendre, là. Si on n'a pas de doute, c'est difficile d'avoir de l'espace pour l'apprentissage. Mais je me demandais, euh, est-ce que tu penses que le doute doit être utilisé ou valorisé de la même façon pour tout le monde, ou s'il faut faire des distinctions peut-être quand dépendamment un peu de la positionnalité que les gens occupent, dans la perspective aussi là, que tu avais de la multiperspectivité, où on peut penser que des personnes qui occuperaient une position plus dominante et qui sont pas habitués justement d'expérimenter du doute, on se dit que ça pourrait être très bien pour eux de se mettre dans la position du doute pour apprendre. Mais d'un autre côté, des gens qui sont marginalisés à plusieurs égards et dont on est constamment en train de remettre en question leur propre expérience de la réalité. Euh, et puis pour ces personnes-là, ce serait même, ils ont besoin de s'affirmer puis de prendre confiance dans leur propre perception du monde, qui est souvent bien juste, surtout leur perspective de l'oppression qu'elles vont vivre. Et dans un autre sens, même les personnes qui occupent une positionnalité plus dominante pourraient utiliser ce doute-là pour un peu un effet de gaslighting, encore même sur les personnes marginalisées. Fait que j'aimerais savoir ce que tu en penses, si le doute s'applique de la même façon partout, s'il y a certaines nuances à faire à cause des relations de pouvoir. C'est absolument intéressant comme question et pertinent et j'ai pas de réponse déjà prête, là. Je pense que c'est sûr que le doute, la façon dont je l'envisage, c'est le doute par rapport à nos perspectives, à notre vision du monde, au savoir que l'on pense être vrai. Et donc, d'être en mesure, tu sais, de garder une espèce de, c'est ça, un espace de doute où, oui, on croit, hein, parce qu'on peut pas, on croit, on sait, on peut pas non plus être seulement dans le doute ou dans le relativisme, comme le disait Stéphanie. Je suis d'accord avec elle là-dessus qu'il faut quand même baliser. Mais quand on le met dans la sphère sociale, quand on ajoute les rapports de pouvoir comme vous le faites, là, c'est vrai que ça peut être problématique et je pense que le doute, peut-être qu'on peut le voir à travers les trois épaisseurs là, de la pensée critique différemment. C'est-à-dire le doute sur le plan individuel, donc être autocritique par rapport à sa façon de voir, sa façon de présenter les idées, d'argumenter. Donc, être prêt toujours à revoir, à faire cette analyse-là. Au niveau des savoirs, le doute il est fondamental parce que les savoirs ne sont pas universels et de prendre ça en considération est nécessaire et de dire, bon, ben, dans quel contexte ces savoirs-là ont-ils été produits?
à quoi ils servent, pour qui ils servent, dans quelles circonstances ils sont utiles, puis est-ce qu'il y a d'autres savoirs qui existent à côté qui pourraient être meilleurs ou éclairer autrement une situation. Donc, de douter des savoirs, c'est aussi important. Et par ailleurs, au niveau social, où là rentre la question des rapports de pouvoir, bien, je pense que le doute pour tout le monde, à mon avis, il est fondamental, là. C'est-à-dire que même si on est dans une position d'oppression où nos perspectives et nos expériences sont niées par la majorité, c'est important de se donner des outils pour être capable de défendre cette perspective-là, mais il faut quand même aussi être critique par rapport aux perspectives qu'on porte. Donc, tu sais, c'est tout interrelié, puis peut-être que ça se jouerait différemment, mais il faudrait qu'on réfléchisse encore là, pour aller plus loin là-dedans. Merci pour la question, parce que ça fait vraiment évoluer la réflexion. Stéphanie? Je trouve vraiment intéressant la réponse de Sabrina. Puis je pense qu'effectivement, l'idée d'avoir comme ces 3 niveaux, là, social, méto-épistémo, puis personnel, dans le doute, ça peut être une des clés pour répondre à cette question-là dans le contexte de la classe. C'est-à-dire que oui, avoir en conscience peut-être de la toile de fond, des inégalités sociologiques qu'on peut retrouver dans nos sociétés, mais en même temps, garder aussi un œil sur notre classe. Parce que l'intersectionnalité, ça peut jouer de différentes façons. Puis les rôles ne sont pas toujours aux places où on les attend. Fait avoir cette matrice globale-là, mais en même temps être capable de l'adapter aux contingences du réel, pour que Puis avant, on appelait ça il me semble qu'il y avait comme une autre façon pas l'apprentissage coopératif, mais il y avait comme une sorte d'approche pédagogique là, qui visait à faciliter justement la prise en compte des inégalités dans le contexte de la classe. Alors, connecter les deux, parce qu'il peut y avoir des formes d'inégalité auxquelles on ne serait pas attentif si on avait juste l'aspect plus sociologique en tête. Alors, je pense que c'est les deux en même temps. C'est une bonne manière de penser comme le doute comme enseignant, puis la manière de savoir à qui on va laisser la parole avant, par exemple, parmi nos élèves, tu sais, pour essayer de compenser peut-être des inégalités dans notre classe. Merci. Le temps file, il nous reste que 3 minutes et il y a comme 3 questions. Donc, j'en ai une à l'écran. Il y a Frédéric et Marie-Ève qui avaient la main aussi levée. Je ne sais pas si c'est toujours la main levée, mais on va les prendre en rafale et si on n'a pas le temps de tout répondre, au moins les questions auront été posées comme pour réfléchir sur celle-ci. Donc, à l'écran, j'ai Stéphane qui demande ici quelle place dans toutes ces questions sur la polarisation reste-t-il au vivre ensemble? Donc, est-ce que le vivre ensemble, je comprends bien la question, est évacuée dans toute cette réflexion? Et je vais laisser Frédéric et Marie-Ève poser leurs questions. Rapidement, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour ces présentations, l'organisation de ce webinaire. J'aurais une question précisément sur les outils, alors peut-être pédagogiques, théoriques, à disposition des personnes enseignantes pour précisément naviguer entre dogmatisme et relativisme. Alors, j'ai bien compris par exemple que pour ne pas tomber dans le dogmatisme, il est important de ne pas imposer un savoir, mais de laisser les élèves y arriver par eux-mêmes, en étant donc encadrés par la personne enseignante. Mais comment précisément s'assurer du point d'arrivée, si j'ose dire, des personnes étudiantes ou des élèves, si le doute de leur part, peut-être alimenté dans un cadre familial par exemple, est tellement fort qu'il est même difficile de se mettre d'accord sur un ensemble de données de départ en fait. J'aurais une question. Enfin, ça pourrait s'appliquer par exemple sur le cas du pass sur la Lune, mais évidemment dans d'autres cas, si on n'est même pas d'accord, par exemple sur des éléments de base qu'on peut supposer tangibles, comment faire précisément quand on est une personne enseignante? Merci beaucoup. C'est une question vraiment intéressante, je trouve. Et d'ailleurs, au départ, je dirais qu'on n'a pas le contrôle de tous les paramètres quand on est enseignant dans une classe. On ne peut pas convaincre les élèves d'adopter une conception de la vérité ou une autre. Alors, ça, c'est la prérogative des parents, hein. Il y a aussi des droits des parents. Il y a toutes sortes d'élèves devant nous, des élèves à tous les pôles du spectre politique, idéologique et religieux. Je pense que c'est important de le garder en tête. Par contre, il y a des éléments qu'on fait comme choix en démocratie. Puis ça fait partie des finalités du programme. On le faisait en ECR, on le fait encore en CCQ. Il y a des choses qui sont inacceptables, indiscutables. Puis je pense que le pari qu'on peut faire avec la problématisation,
c'est de fournir comme enseignant, puis c'est là aussi que notre rôle est primordial, c'est de fournir les bons paramètres contextuels pour définir le cadre à l'endroit où on veut qu'il soit placé. Alors, on propose, on n'impose pas, mais on structure la réflexion, la problématisation des élèves sur le juste, pas juste sur le bien, avec des éléments qu'on présente. Quelles données on va privilégier? Si on parle d'un débat, par exemple, là, sur, j'ose pas donner de questions, mais d'un débat très chaud, est-ce qu'on va privilégier d'abord dans notre manière de présenter les choses des données en lien avec les droits fondamentaux, éthiques? Si on pense que c'est quelque chose qui répondrait davantage aux visées du programme, mais commençons par ça. Après ça, on va voir comment les choses évoluent. On essaie de montrer aussi on se fait l'avocat du diable quand c'est nécessaire. Donc, c'est par notre travail de structuration des réflexions et de la problématisation, je pense qu'on ne présente pas aux élèves le fil d'arrivée, la réponse avant, mais on les amène à se poser de bonnes questions. Il y a des questions qui sont légitimes, justifiées et justifiables, et d'autres qui le sont moins. Je pense que c'est ça qu'il faut viser comme prof. Merci, Sabrina. Oui, rapidement, ben, je suis d'accord avec ce que vient de dire Stéphanie, puis je vais laisser ce point-là ou cette question-là de côté pour revenir sur la première question du vivre ensemble. Je pense que le cours permet justement de développer le vivre ensemble parce qu'il met au cœur de la discussion les normes et les valeurs qui nous rassemblent, qui nous divisent aussi, et d'amener les élèves à réfléchir à ces normes et ces valeurs-là, de les renégocier entre eux et d'accepter aussi là, que, ben, il peut y avoir plusieurs valeurs dans notre société démocratique. Puis qu'on peut vivre ensemble, même si on n'est pas d'accord. On peut se parler, même si on n'est pas d'accord. On peut avoir des projets communs, même si on n'est pas tout à fait d'accord sur tout. Et ça, je pense que c'est vraiment au fondement du cours. Donc, le vivre ensemble, il est là. Et on a une voie ici là, qui nous permet de le développer de manière complexe et de manière plurielle. Merci beaucoup. C'est un cours qu'on devrait d'ailleurs ouvrir non seulement aux élèves du primaire et du secondaire, mais sans doute à l'ensemble des citoyens et citoyennes du Québec. Merci beaucoup, Stéphanie et Sabrina, pour vos présentations. Donc, ce fut un plaisir de vous entendre, très apprécié. Et quant à l'auditoire, ben, il ne me reste plus qu'à vous inviter au prochain webinaire qui a lieu au mois de mars prochain, le 13 mars, sur les enjeux de la diversité. Bien, bonne fin de journée, bonne fin de tempête et au plaisir de vous revoir.